Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP, nous sommes en direct sur Radio M et il est pile 18h. Bonsoir à nos invités, bonsoir Karim Kebir. Merci d'être venu. Hamid Gemash, bonsoir. Vous êtes le directeur de TSA, bonsoir. Asma Benazouz, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez Tala. Oui. Merci d'être là. Shaouk Esmati, journaliste, militant, beaucoup d'autres choses. Bonsoir. Et Hassan Radi, bonsoir. Merci d'être tous venus ici pour ce nouveau CPP. On ne déroge pas à la règle, on commence toujours par l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence par vous, Karim Kebir. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, cette semaine, je pense, c'est bien évidemment le fameux coq qui a fait le buzz et puis un peu les commentaires qui ont été faits autour de ça, comme les poulets qui arrêtent un coq dans une basse-cour. C'est un jeu de mots quand même, j'ai trouvé ça quand même très amusant. Et il y avait un coq hier à la manifestation du mardi. Évidemment, c'est allusion à ce coq qui aurait dérangé une diplomate italienne qui a déposé plainte. Et donc... Mais ça remonte à 2017, selon la police. Ah, cette histoire est une vieille histoire ? Oui. Ah, d'accord. Hamid Gemash, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, moi, j'ai plutôt... je peux dire deux. Oui. Donc, il y en a ceux qui n'ont même pas une, et vous en avez deux. Okay. Il y a Djerad qui a fait son discours à la PN, oui. Parce qu'elle a parlé de son clin d'œil, donc le clin d'œil au Hirak, parce qu'elle a parlé de forces occultes extra-constitutionnelles qui ont dirigé le pays ces dernières années. Je trouve que c'est courageux de sa part parce qu'il ne faut pas aussi qu'on reproduise le même système avec d'autres personnes. Mm-hmm. Bon, la deuxième image, c'est celle de Louisa Hanoun sortant de prison après 9 mois de détention. Et je trouve qu'elle a beaucoup de courage, cette femme. Elle est très controversée aussi, hein, ceux qui disent oui, il faut soutenir, ne pas la soutenir. Bon, après, vraiment encore du polémique. Après tout, c'est un acte politique. Oui. Voilà, bon. Mais même ses opposants se mettent d'accord sur le fait qu'elle n'aurait pas dû être emprisonnée. Même ses opposants le disent. Exactement. L'acte politique, c'est un acte politique qu'on peut effectivement apprécier ou non, mais au-delà, c'est effectivement l'acte politique que Mme Hanoun ce qu'elle a fait, c'est vrai que c'est très controversé. Ouais. Mais au-delà, je pense que ça ne mérite pas la prison. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le chef d'inculpation de complot, voilà. mais de non-dénonciation. Asma Benazouz, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? C'est l'info du jour, selon moi. C'est la relaxe des 32 manifestants de Ain Temoshent et de Soukaharas. Donc, pour avoir perturbé le cours de l'élection présidentielle et aussi pour attroupement en armée. Donc, c'est aussi la relaxe des centaines de milliers de personnes qui sont sorties mais qui n'ont pas été inquiétées par la justice. Voilà. Merci. Shaouk Esmati, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Oui, toujours la présentation du plan du gouvernement, mais ce qui m'avait marqué, c'était la couverture faite par un des médias sur son live Facebook qui commence par Enna et qui finit par Nahar et qui avait traduit le nom de Djerad en Sautrel, oui. Avec le hashtag Sautrel. Donc en fait, ça relève... Peut-être c'est la vérité, hein. Donc voilà, ça m'avait vraiment marqué. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Hassan Radi, avez-vous eu le temps de trouver une image de la semaine, sans voler une Ce matin, il m'a offert la transition avec Djerad. Oui. Moi, je fais mon côté un peu paysan quand même. Voilà. Je suis inquiété, très très inquiet de l'anticyclone qui se perpétue, de la sécheresse. Vraiment, très sérieusement, je pense que ça commence à bien faire. Il y a des raisons d'être excessivement inquiet. Et ça me fait penser un peu à la baraka du président. Bouteflika, quand il était venu, on a eu
Au bout de quelques années, on a eu des inondations en 2010. On a eu de la pluie et les cours du pétrole sont remontés. Ouais. Avec Tebboune, on a la sécheresse et les cours du pétrole qui descendent. Et ça rappelle aussi qu'en plein mois de février qui fait 23 degrés, que c'est très, très inquiétant aussi pour la nature. Merci donc pour cette image marquante de la semaine. On reste dans l'actualité sur la présentation du plan du gouvernement et du Premier ministre, Abdelaziz Jarrad hier. Un plan d'action qui était annoncé depuis des semaines et des semaines, notamment par Farhat Aïta Ali, qui était annoncé depuis 3 semaines. Il a finalement été fait. D'abord, comment on explique ce retard? Et est-ce que c'est une impression que le gouvernement veut montrer qu'il agit de manière normale, que le travail se fait et qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter sur l'avenir politique du pays? Karim? Non, je pense que c'est plutôt que la situation est très complexe, c'est qu'ils avaient des difficultés tout de même de faire d'abord le diagnostic de tous les secteurs, parce qu'il n'y a pratiquement aucun secteur ne marche. Donc forcément, il doit faire un diagnostic de la situation. Et puis aussi, il y a la difficulté d'apporter les réponses qu'il faut. Parce que quand on voit la situation financière du pays, ils ne peuvent pas, ils ne sont plus dans la situation, ils peuvent se permettre la distribution comme ils le faisaient jusque-là pour acheter la paix sociale, donc les augmentations de salaire, toutes les mesures qu'ils faisaient jusque-là, jusqu'à un passé assez récent en tout cas, donc ils n'ont pas cette faculté maintenant de faire tout ça, donc ils sont obligés un peu, la marge de manœuvre est très réduite entre d'abord les demandes, les résoudre les problèmes, et de l'autre côté comment y répondre sans pour autant alimenter un peu la contestation. Et parce qu'en face, il faut dire que face au Hirak, ils sont complètement, j'ai en tout cas comme l'impression, qu'ils sont dans une situation délicate pour apporter toutes les réponses. Hamid Gamache, vous avez trouvé que l'action du Premier ministre était courageuse, notamment en ce qui concerne les forces extra-constitutionnelles. Oui, absolument. Parce que, effectivement, le problème, il ne faut pas que le pouvoir, que le système se régénère avec les mêmes pratiques, en gardant les mêmes pratiques, en gardant les mêmes réflexes, avec de nouvelles têtes. Et ça, le clin d'œil au Hirak, qui est de la part des premiers ministres, à mon avis, c'est ça, enfin, de mon point de vue. Donc, et surtout ce que demandent les Algériens depuis le 22 février, donc, dans une semaine, on va fêter le premier anniversaire de cette révolution. C'est justement de ne pas juste changer c'est pas juste un problème de personnes, c'est un problème qui touche tout le système. Hassan, Hamid Gamache dit que le système ne doit pas se régénérer. Est-ce qu'il est en train de se régénérer ou pas? Est-ce qu'il s'est dégénéré? Oui. Surtout. Pardon. Le système. Non, mais tu poses la question. Non, c'est vrai qu'on choisit un président jeune et qui n'était pas connu, qui n'a jamais connu l'administration, etc. Il nous a empêché de penser qu'il se régénérait. Bon. C'est une question d'âge. C'est une question de... Je prends un exemple. Pourquoi on n'est pas sorti des anciennes pratiques Pendant que Abdelaziz Jarrad faisait son discours dans une bulle, on avait l'impression d'être en Scandinavie avec toutes les promesses qu'il faisait, etc. Enfin, je ne sais pas s'il faut parler de courage. Enfin, je sais pas, des centaines de milliers de personnes qui sortent tous les vendredis pour demander bien plus que ça. Donc, de s'inscrire dans une veine comme celle-là, bon, ça ne devrait pas l'emmener à l'Harrach. Donc, pour le moment, je vois pas très bien où est le courage. Mais au même moment, on réfléchit on a le sentiment qu'on va avoir une gouvernance d'un nouveau type, moderne, qui respecte les prérogatives de chacun. Au même moment, il se tenait une réunion, c'est anecdotique, mais ça dit beaucoup de choses. Le sort de l'USMA d'Alger, société par action, détenue par le groupe Haddad. Groupe Haddad, démantelé dans le cadre de la SABA, qui ne peut plus assurer, qui se retire de l'actionnariat de l'USMA. Le président de la République décide d'autorité à ce qu'une Serport, un groupe public des ports d'Algérie, mette 13 milliards de centimes pour racheter les parts du groupe Haddad et efface 100 milliards de dettes.
avec l'argent d'un groupe public, ni le conseil d'administration, ni personne, ni la holding, ni personne ne peut décider, c'est-à-dire le groupe, parce que maintenant c'est des groupes, ne décide, c'est le président de la République qui décide d'autorité que c'est comme ça. Donc c'est avec quelque part, puisque nous, c'est le contribuable qui renfloue tout le temps les entreprises publiques, c'est nous qui avons fait cette opération-là. On peut être d'accord, hein, ça peut se décider au bout d'une discussion, mais c'est toujours le fait du prince. Il pense que le Hirak est parti de la galerie de Bollorine avec Oulad El-Houma et qu'il va racheter la paix avec ça, parce qu'à défaut de pouvoir la racheter avec d'autres mesures comme l'a dit Karim, peut-être que c'est comme ça qu'il va la racheter. On est dans deux mondes parallèles. Le monde du réel, c'est l'ancien système qui continue, et Abdelaziz Djrat qui fait le beau au perchoir à l'Assemblée nationale. Et vous dites ça parce que c'est l'USMA, bien sûr. C'est juste, lorsque j'ai parlé de courage, c'est par rapport aujourd'hui, on voit que le pouvoir n'a pas... Il y a une ambivalence, c'est-à-dire par rapport au traitement du Hirak. D'un côté, le Hirak, on le diabolise, et de l'autre côté, on dit que c'est un Hirak bini. Donc, on constate qu'effectivement, il n'y a pas une position... C'est pour ça que j'ai parlé de cette façon-là, de la part d'un Premier ministre. Parler du Hirak, je trouve que ça a été... du point de vue... C'est-à-dire lorsqu'on voit que le Hirak, effectivement, aujourd'hui, le pouvoir, il ne montre pas son vrai visage. D'un côté, on continue à harceler tous les militants, les activistes, etc. Et de l'autre côté, on dit le Hirak, c'est un Hirak bini. Voilà, c'est dans ce sens-là. Esma. Mais encore pire, parce que le Hirak n'existe pas selon la télévision étatique, parce qu'elle n'est pas publique. Donc la télévision, quand moi je veux m'informer, je regarde la télévision algérienne, je vois un compte-rendu des activités des ministères, plus un sujet sur l'armée. Et finalement, on est dans un décalage total. On ne sait pas, en fait, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un discours qui est cohérent. On nous dit que le Hirak n'existe pas, donc ce n'est pas une information dans les chaînes publiques, dans les radios, etc. Et en parallèle, on a un Hirak béni, on a un Hirak qui apporte des choses et qui est récupéré par le gouvernement lui-même. Le problème, c'est que Djellad, il a utilisé le mot qui est intéressant, que généralement appartient aux Hirakistes, celui des mécanismes. Les mécanismes qui ont permis ces comportements. Mais pour justement remettre en question ces mécanismes-là, il faut un bilan général, il faut se remettre tous, c'est-à-dire tout le peuple doit redemander, en fait, enfin pas demander, mais repenser sa société, son modèle politique, son modèle économique. On doit inventer autre chose. Et c'est pour ça que finalement, eux, dans leur tête, ils sont dans un processus révolutionnaire, mais on est en décalage total, parce qu'ils ne nous appartiennent pas et que ces mécanismes-là ne nous appartiennent pas. Chaouré. Personnellement, je trouve que ce n'est que de la parlotte, comme d'habitude, comme on nous a habitués. Rappelons encore une fois que Slal avait promis monts et merveilles quand il était Premier ministre, que Yahya, étant Premier ministre, avait promis monts et merveilles, et ainsi de suite. Sur les paroles, nos politiques au gouvernement savent nous faire de très belles histoires. Maintenant, dans la réalité, qu'on en revienne à des choses très pratiques, pourquoi, par exemple, si on veut parler réellement de révolution, pourquoi on n'activerait pas des lois déjà existantes, comme pour le départ en retraite? Il est clairement stipulé qu'au-delà de 65 ans, on ne peut pas occuper une fonction et qu'on peut aller jusqu'à 65 ans par dérogation spéciale. On a... C'est Chingriha qui est visé là. Entre autres, tout le staff, ils ont tous autour de 70 ans. Tebboune lui-même a 74 ans. Il n'aurait même pas dû se présenter si on parlait de révolution. Donc, pour moi, ce n'est qu'un écran de fumée. On veut absolument calmer le mouvement de contestation générale par tous les moyens possibles et imaginables. On utilise les médias lourds à cet effet, on utilise les relais classiques tels que l'UGTA, les mouvements associatifs, certains partis politiques et leurs organisations. Donc on est toujours dans le même système, dans les mêmes pratiques, quelques petits changements dans le langage en intégrant le Hirak béni, la population qui l'éveille et la conscience bénie, voilà, mais sans plus. Hein. La réalité, c'est que les actes ne suivent pas les paroles. Jean Ismati parle de calmer le mouvement de contestation. Lorsqu'on mute le procureur de la République adjoint de Sidi Mohamed parce qu'il a plaidé pour une justice indépendante et pour libérer les détenus, quand on le mute au fin fond du désert, est-ce que ça prouve que les pratiques sont encore les mêmes, Karim ?
Oui, bien sûr, mais il ne faut pas se faire des illusions quand même. C'est pas. Et pourtant, on disait toujours que tout ce que fait les procureurs, ça vient d'en haut. Est-ce qu'on peut croire à une action spontanée, individuelle du procureur de la République adjoint? Moi, personnellement, en tout cas, dans tous les secteurs, souvent, du moins pour les secteurs qui ont toujours fonctionné sous l'emprise de l'exécutif, et particulièrement la justice. Il n'y a pas un Algérien aujourd'hui qui fait confiance à sa justice. Il ne faut pas se faire d'illusions qu'en quelques mois, on va basculer dans une autre justice comme celle de la Suède. C'est impossible. Mais ce sont des engagements, à mon avis, ce sont des engagements individuels. On a vu, par exemple, quand ils ont tenté de faire quand ils ont fait la grève, en tout cas, comment subitement, dès qu'ils ont réglé le problème des salaires, ils sont rentrés dans les rangs. Les premiers temps, ça a suscité un mouvement quand même de sympathie chez les gens. Ils ont dit oui, les juges, parce qu'en fait, c'est la justice, c'est le pilier de l'état de droit. Mais dès qu'ils ont cédé après les promesses du ministre, et tout le monde qui s'est mis à dénoncer ça, parce que au fond, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance dans l'action, en tout cas, des juges. Mais individuellement, bien entendu, c'est comme dans tous les autres secteurs, c'est comme dans la presse, c'est comme dans le monde du travail, c'est comme il y a toujours des gens qui sont véritablement engagés, qui croient à quelque chose. Donc même s'il sait qu'il risque de payer de son poste, mais il dit ce qu'il pense, il veut affirmer que lui aussi, il fait sienne les revendications des Houerak. Et donc ça de mon point de vue, c'est une sanction. Bon, après on peut spéculer, les gens te disent le Sud, c'est encore une façon de mépriser plutôt le Sud, parce que le fait de muter quelqu'un au Sud, dans le subconscient des Algériens, c'est que déjà, c'est une région extérieure à l'Algérie. À propos de mépriser, Drani, à mon avis, il va se fâcher avec les gens de l'Ouad, ou l'inverse, parce que l'Ouad, c'est pas le fin fond du désert. C'est le fin fond du Sud-Est. C'est le fin fond du Sud-Est. Voilà, donc à mon avis, c'est une sanction. Mais ce qui traduit, en tout cas, qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hamid Gamache. Quelle lecture vous avez fait de cette décision de muter un procureur courageux? Absolument, mais... Lui, par contre. En fait, c'est pas un problème d'individu. Le problème se pose au niveau du système. Donc, individuellement, le système, effectivement, il y a des gens qui sentent aujourd'hui, surtout depuis le 22 février, qui refusent effectivement d'appliquer des instructions téléphoniques, etc. Ça existe pas uniquement dans la justice, dans tous les secteurs. Les gens aujourd'hui, des responsables, refusent d'appliquer ce genre d'instructions. Mais encore une fois, c'est pas un problème d'individu, c'est un problème qui est lié à la nature même du système, qui ne veut pas d'une justice indépendante. Ce que réclament les Algériens, ils veulent une justice indépendante. Mais le système ne veut pas de justice indépendante parce que ça ne le sert pas. Hassan ? Non, je voulais dire juste d'un mot. En fait, tout à l'heure, j'ai fait juste le parallèle avec une décision de Tebboune au moment où Djerrad présentait son programme. Mais en fait, il ne faut pas exagérer. Enfin, quand on regarde réellement le plan d'action du gouvernement, il est dans la continuité d'une transition complètement contrôlée par le système. C'est-à-dire que sous l'illusion qu'il est en train de faire une ouverture, en fait, il nous met toujours les limites à cette ouverture. Exemple, la révision de la Constitution, elle est dépeinte dans le programme d'action. Et quand on écoute bien, on a l'impression que le diagnostic du problème du système, c'est de juste renouveler la classe politique à l'Assemblée nationale parce que l'argent sale a empêché l'émergence de nouveaux acteurs à l'Assemblée nationale. Et on parle donc de cette fameuse loi promise qui va rendre éthique et transparente le financement des campagnes électorales. Et donc, c'est une manière de réduire le problème, alors que le problème, la première des démarches, ce serait de reconnaître que le peuple pose un problème de remise en cause complète des institutions du système, et donc il faut aller discuter avec ce peuple, les formes d'organisation dont il peut se doter, qu'il faut le laisser se donner, que le système empêche d'émerger, parce qu'on ne peut même pas tenir une réunion jusqu'à nouvel ordre. Et donc,
on est dans une déni. Voilà, on considère qu'on a compris le problème, séparation des pouvoirs, donc un peu plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, réduction des prérogatives du président, etc. On est dans une forme limitative qui, en fait, tourne le dos à ce que demande réellement le Hirak. Et pour la justice, il y a eu aussi cette affaire de procès, avec la reprise des procès Sellel, même si ça a été reporté, ou Yahya, mais aussi la libération de Louisa Hannoun. Donc on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. Pourquoi on décide de libérer Louisa Hannoun et pas les autres? Asma. Alors là, je suis tombée sur la pire des questions. Pourquoi Louisa Hannoun? Faudrait demander à Louisa Hannoun si elle considère que Tawfiq et Saïd sont des détenus d'opinion. Ouais. Ça serait intéressant comme question. Elle a déjà dit du bien du général Tawfiq avant de rentrer en prison en disant que c'était un homme d'honneur. Oui. On lui avait beaucoup reproché ses propos, mais... On lui a reproché aussi sa proximité avec Tawfiq également. Et pourquoi? Je suppose que les accusations contre Louisa Hannoun sont différentes que celles de Saïd et de Tawfiq. Et de Tartak aussi. Qui a refusé de comparaître. Là où Saïd, cette fois-ci, a décidé de parler. Ouais. C'est vrai qu'il y a une stratégie un peu étrange, celle adoptée par Saïd Bouteflika, qui a gardé le silence pendant des mois et qui a décidé soudainement de parler et notamment d'accabler Ahmed Gaïd Salah. Il est mort, les absents ont toujours temps. Ouais. Donc c'est plus simple, un petit peu. Et puis bon, il faut pas non plus se leurrer. C'est une justice militaire. Donc de ce fait, ça sera une justice instrumentalisée. On n'a pas à attendre de cette justice qu'il y ait une véritable révolution à partir d'une justice militaire. Il aurait été préférable de juger ces gens dans une haute cour spéciale, puisque c'est une haute trahison à la nation. Donc, si c'est le cas réellement, autant que le procès soit public et que tout le monde sache comment ça a été fait. Tant qu'on maintient une forme de voile sur cette affaire, on révise la peine pour Louisa Hannoun et même c'est-à-dire même l'accusation a été révisée, alors que dès le départ, pourquoi Zerouane n'a jamais été inquiété, n'a jamais été appelé pour témoigner puisqu'il fait partie, pourquoi Makaré n'a pas été contacté. Donc à partir de ce moment-là, comme disait Qadi Hassan, le système balise ce changement. Il veut absolument donner un effet marketing qu'on est dans un changement, mais en réalité tout est balisé dès le départ et ce changement-là doit être fait dans les plots imposés par le système, parce que nous, peuple algérien, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Il n'y a que eux qui savent ce qui est bon pour nous. Et le contexte aussi, si on considère que c'est une révolution, il aurait fallu mettre en place des mécanismes, comme dirait Jarrad, permettant d'avoir un tribunal administratif, des informations qui sont rendues publiques, des procès qui sont rendus publics, pas encore une fois dans une certaine opacité, comme vous l'avez dit, une justice à quadruple vitesse. Enfin, il y a aucune visibilité dans la démarche du gouvernement, dans la démarche dans la visibilité vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des libertés individuelles, des libertés collectives. Et on en revient toujours au même point, la police politique. Finalement, c'est ce qui y a en commun entre tout, en fait, la justice, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté politique. Et puis, on est toujours confronté à cette police politique. Donc, je pense que même pour le Hirak, il est temps d'aborder aussi cette question-là. Hassan Radi, vous qui êtes membre du comité de soutien pour la libération de Louisa Hannoun... J'étais. Oui, le comité s'est dissous. Il s'est auto-dissous maintenant. Comment vous réagissez à cela? Pourquoi cette exception Louisa Hannoun, condamnée à 9 mois, donc une justice un peu condamnée à exactement la période qu'elle a purgée en prison? Pourquoi on ne libère pas les autres? Est-ce qu'on saura un jour la vérité sur tout ça? Louisa Hannoun, c'était une des otages personnels de Ahmed Gaïd Salah. Il faut être tout comme Tawfiq, tout comme Tartak. Ouais. Enfin, il n'y a pas de... Tawfiq devrait être en prison, mais pour d'autres raisons. J'ai toujours soutenu, Tartak encore plus, c'est pour leurs crimes durant les années 90. Il y a des milliers de disparus sur lesquels ils doivent rendre des comptes. Je note que j'aurais pu prendre comme image de la semaine le fait que le Soudan a accepté de transférer Bachir, le président, le président Omar al-Bashir, l'ex-président, au TPI. Mm-hmm. Ils ont accepté, les Soudanais ont accepté de transférer au TPI. Moi, je suis pour
En règle générale, c'est vrai que les puissants ne peuvent pas. Trump devrait être devant le TPI, plein d'autres responsables. Bush, évidemment, il devrait être devant le TPI. Mais appliquons cette règle à tous ceux qui font des crimes de ce niveau-là, de cet ordre-là. Général Toufik, peut-être que justice algérienne, dans un pays démocratique, pourrait le juger pour ses actions dans les années 80. Il y en a qui pensent qu'il a sauvé le pays. Ils viendront le défendre, il n'y a pas de problème. C'est ça le mécanisme à charge et à décharge, etc. Mais il devrait être inquiété, au moins, pour d'autres raisons que celles pour lesquelles il est là-bas. Louisa Hennoun, voilà, cette politique de mettre des gens en prison, c'était la réponse qu'avait trouvée Ahmed Gaïd Saleh pour essayer de répondre au Hirak. Pour les oligarques, c'était facile. Voilà. Haddad, Tahkout et consorts, c'était obligatoire pour donner quelque chose au peuple. Les autres, à un moment donné, il fallait le faire. Après, on s'est rendu compte que ça n'a rien donné. D'ailleurs, en fait, la vraie question, c'est pourquoi l'armée ne revient pas en arrière sur aussi Toufik et Tartag. Sur Saïd Bouteflika, ils peuvent le laisser, à la limite, pour dire c'est le frère du président, c'est le premier responsable. Mais sur le général Toufik, il y a plein d'officiers. Moi, je viens de dire ce que je pense du général Toufik, mais il y a plein d'officiers dans l'armée, dans ceux qui sont à la tête de l'armée aujourd'hui, qui le respectent, qui considèrent que c'est un grand chef. Bon, je considère qu'ils ont manqué de courage. Parce qu'en fait, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont calmer le peuple. L'influence de Toufik aujourd'hui, elle est nullissime. Faut pas exagérer. Le monsieur a failli mourir. On a même donné l'information pour certains médias, on s'était trompé, qu'il était mort. Donc la vraie question, c'est plutôt que Louisa sorte, c'est tout à fait normal. Elle n'aurait jamais dû être là. Mais pourquoi continuer sur ces thèmes-là, quoi? Pourquoi avec les militaires? Je pense aussi, d'abord, c'est pas évident de commenter à partir du moment où l'essentiel de l'information, elles sont fournies par les avocats. C'était pas un procès public, donc c'est pas évident que nous, en tant que presse, pouvons avoir une idée. Donc certainement, il y a des choses qui ont été dites peut-être, mais Louisa Hennoun, de mon point de vue, il n'avait pas sa place là-bas. Mais pour les autres, concernant les autres, il faut bien savoir qu'ils étaient la boîte noire du régime, donc liés aux guerres claniques, et je ne sais pas ce qu'ils nous préparent encore. Je suppose qu'ils n'avaient pas intérêt, et vis-à-vis encore plus de Hirak, qu'ils n'avaient pas intérêt à les libérer. Mais ce n'est pas le cas de Louisa Hennoun, dont j'imagine qu'ils ont pu mesurer un peu que sa libération n'aura pas d'impact particulier ni sur le Hirak, ni sur le changement, enfin une influence sur le cours des événements, voilà. Depuis le début du Hirak, le 22 février, on disait que l'un des chantiers, c'était l'indépendance de la justice. Un an après, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des avancées sur ce chantier de la justice indépendante ou proche de l'indépendance, ou alors qu'il y avait un retour en arrière, Hamid? Non, pas du tout, il n'y a pas eu d'avancée. La preuve, c'est que même dans le programme du gouvernement, il parle de l'indépendance de la justice, donc on est loin de l'indépendance de la justice. Surtout pas symboliquement après les déclarations de ce procureur qui a été muté. En disant, même le club des magistrats a soutenu ce juge. Et surtout pas, il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait argumenter sur la libération de la justice. Mais beaucoup estiment que pour qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait un État démocratique et que ça commence par l'un avant l'autre et non le contraire. Il faudrait commencer par dire c'est quoi la justice en fait? Est-ce que c'est la vengeance? Est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce qu'elle doit être irrationnelle? Est-ce que l'émotion doit rentrer dans la justice? Est-ce que la politique doit rentrer dans la justice? On verra ce qu'ils feront dans le projet de constitution qui encore une fois pose 10 000 problèmes. Mais tant que la réalité n'est pas posée sur la table, franchement, honnêtement, sur les problèmes, les dysfonctionnements, tant que des magistrats, des procureurs, des avocats se mettent sur la table et discutent réellement de l'état de la justice algérienne, parce que c'est arbitraire. Aujourd'hui, même le Hirak, si on sort, on ne sait pas si on va être arrêté ou si on ne va pas être arrêté. On ne sait pas les jugements par rapport aux gens qui sont en prison. On ne sait pas s'ils vont sortir ou s'ils vont rentrer. On a sorti, comme tu disais tout à l'heure, c'est des annonces marketing. On en a libéré 76 au lendemain, enfin le jour du remaniement ministériel. Et puis après, voilà, au compte-gouttes, on ne sait pas, ils sont libérés, ils sont sortis. Et en fait, et les coupables et les victimes sont mis sur le même piédestal, c'est ça. Merci beaucoup Esma Benazouz, restez branchés sur Radio M, le CPP revient dans un tout petit moment.